Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le résultat d'un travail d'animation du Third Person Character autour du lancer de hache. Pour réaliser ce travail j'ai eu recours à différentes ressources. D'abord le personnage Mixamo, ensuite les animations Mixamo du ProMelee Axe Pack, l'essentiel de la mécanique du lancer de hache est expliqué sur la chaîne Game Dev Teacher dans une série de 9 tutoriels dont je me suis très largement inspirée. Pour les décors, j'ai utilisé le Abandoned Factory Building Pack qui a été disponible sur Epic Games. Pour un des FX, le seul que j'ai pas fait à la main, je l'ai récupéré dans le Advanced Magic FX Pack 12. Et puis j'ai récupéré quelques sons sur la sonotech.org et sur Universal Sound Bank. Je vous propose pour commencer de regarder le résultat dans cette capture du jeu. Donc voilà, je suis en third person. Il y a d'abord le travail de modélisation de la marche. Si vous écoutez bien, on entend le son des pas quand elle marche. On a un blend space 1D sur la direction. Donc elle peut avancer, reculer, aller à gauche, aller à droite. J'ai également programmé le saut en marchant. Hop. Et puis bien sûr l'étape la plus intéressante ça va être le lancer de hache. On va se mettre là pour avoir un peu de recul. Donc là si on regarde la hache, on voit qu'elle a un léger petit tremblement. C'est une hache magique, vivante, qui a envie d'en découdre. L'action, c'est le clic gauche de la souris. Donc si j'appuie une fois sur le clic gauche, j'arme. Quand je lâche, je lance ma hache. Et quand je reclique, j'appelle ma hache. Je vais me rapprocher un petit peu des bâtiments. Donc là, on voit qu'on a rajouté un certain nombre d'effets. Quand j'arme, je zoome. Et il y a les effets de traînée pour suivre le trajet de la hache, les explosions au point d'impact, les étincelles au point d'arrivée. Donc je zoome quand j'arme et je dézoome quand je récupère ma hache, quand la hache revient. Ça rajoute du dynamisme à l'action. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Vous allez voir là, quand je récupère la hache, il y a un petit caméra shake, voilà, qui augmente la sensation. Pour essayer de résumer les différentes étapes, là j'ai fait un petit PowerPoint rapide. Donc j'ai récupéré le personnage et les animations dans Mixamo. Donc là ce qu'il est nécessaire c'est de rajouter le route pour pouvoir l'utiliser dans Unreal. Donc il faut rajouter le route sur le personnage Mixamo mais également sur toutes les animations qu'on va importer. Donc je l'ai fait systématiquement. Pour gagner un petit peu du temps, je me suis fait un fichier vide avec le route au bon endroit, bonne dimension. Et j'importe les animations avec ces paramètres-là pour avoir tout de suite la bonne taille de timeline et permettre un export simple et rapide. Concernant le personnage, j'ai juste changé un petit peu les couleurs, son logo et puis la couleur de ses chaussures pour qu'elle s'intègre mieux dans le paysage. Donc par rapport à ce qu'on a vu en cours, là ce qui était intéressant c'est le blend space sur la direction, puisque là on avait un pack avec des animations différentes lorsqu'il marche vers l'avant, lorsqu'il recule et lorsqu'il va sur le côté. Donc pour mixer ces différentes animations, j'ai besoin de la direction. En fait c'est la direction entre la vitesse, le mouvement du personnage et puis l'orientation du personnage. Donc je viens récupérer, calculer dans le event graph de l'animation Blueprint
Donc pour calculer ma direction, j'ai besoin de la direction de la vitesse, de la direction de mon personnage. Je fais la différence et je récupère juste le yaw pour définir ma direction. En général, quand on est en third person, on décoche cette case-là, le use controller rotation yaw. Là, je vous montre sans qu'est-ce qui se passe. Donc là, en fait, je suis toujours, c'est le mode traditionnel par défaut de mon third personnage. Et puis là, si je coche ce paramètre-là, on profite mieux du coup voilà, des animations droite. Donc là, je vais à droite, là, je vais à gauche, là, j'avance, droite, gauche. Normalement, il y en a un où je recule. Voilà. Donc dans ce jeu-là, j'ai coché cette case-là qu'on décoche habituellement. Pour ajouter la hache dans la main du personnage, on crée un blueprint hache avec le mesh de la hache en racine parce qu'on va avoir pas mal d'animations à paramétrer dont une partie sera paramétrée dans ce blueprint là. Sur le mesh, on va ajouter un socket, là que j'ai nommé right axe socket, donc au niveau du bone qui nous intéresse, là c'est le bone de la main. On va ajouter ce qu'on appelle un preview asset, donc on va aller appeler la hache, et ça c'est pour bien ajuster le transform du socket en termes de la direction, éventuellement l'échelle. Là en fait j'avais retravaillé l'échelle pour que ma hache corresponde à l'échelle de mon personnage, donc j'ai juste eu à jouer sur les paramètres de location et rotation. Donc ça c'est le transform offset du socket qui s'appliquera à la hache qu'on viendra intégrer. Pour pas obtenir de choses bizarres, dans un premier temps on supprime toutes les collisions de la hache. Lorsque la hache est dans la main du personnage, il ne faut pas qu'il y ait de collision, sinon ça perturbe le mouvement du personnage. Et en fait cette hache, comment on vient l'intégrer dans le blueprint du personnage? En fait on va ajouter un component child component, et dans ce child component on va paramétrer notre blueprint hache. On vient appeler notre blueprint hache. En termes d'animation basique du personnage, ça c'est ce qu'on avait vu en cours. Là, du coup, il n'y a pas de blend space 1D sur la vitesse. Je passe du idle au walk juste avec une condition sur la vitesse. Quand ma vitesse est supérieure à 0, je lance l'animation de marche. Et inversement, je reviens sur idle. Pour le jump, j'ai pris l'animation standing jump de Mixamo que j'ai coupé en 3. Le départ dans les airs et puis la fin, en s'assurant bien que aucune des 3 animations ne loupe. Pour aller vers le jump start sur ces 2 flèches là, c'est quand on est dans l'air. Ici la transition elle est automatique dès qu'on a fini l'animation. Pour passer de l'air à la fin, et là c'est le contraire, ce sera on air not qui permet de déclencher l'animation de fin, et pour passer de l'animation de fin au idle, ce sera automatique une fois que l'animation est jouée. Sachant que je vais au idle, mais si ma vitesse est supérieure à 0, j'y reste pas, je vais directement sur l'animation de marche. Donc dans un premier temps, Game Dev Teacher explique comment rajouter l'animation du lancer. Donc ça c'est notre voilà, le state machine qu'on vient de voir juste avant. Donc là ce qu'on veut c'est pouvoir lancer même quand on marche. Je vous le remontrerai, c'est vrai que je me suis arrêtée. Je referai une petite démo en montrant qu'on peut lancer quand on marche. Là on fait un save cache pour garder l'animation en stock, et puis en fait on va rajouter on va créer un montage parce que d'un point de vue réglage du jeu, le plus simple c'est
de lancer le montage dans le blueprint du personnage. Et la seule façon de lancer une animation depuis un blueprint de personnage, c'est de réaliser un montage. Et en plus, dans le montage, on peut créer un slot body, donc là, finalement, le haut du corps, qui va permettre de lancer la hache quand on est à l'arrêt ou quand on marche. Donc, save cache, je rappelle mon cache, je rajoute mon montage avec le slot body. Je refais un cache et je renvoie tout ça dans mon pose. Là, j'aurais pu relier directement, mais on va voir qu'ici, on va rajouter des blend space, des blends d'animation. Donc, c'était utile de couper. Voilà, donc c'est là qu'on vient rajouter la coupure entre les deux, c'était pour pouvoir rajouter le blend pair bone qui permet de couper, de dissocier les animations au niveau à peu près des hanches, entre les hanches et le haut des jambes. Donc pour le bas du corps, ça va être le state machine du locomotion, et pour le haut du corps, au-dessus du hips, ça va être l'animation du lancer de hache. On peut décomposer le lancer de hache en 4 étapes. D'abord, on va créer une liste des différents états dans un blueprint énumération. Cette liste de différents états, ça va nous permettre de transférer, de passer l'information d'état, les states, entre le blueprint third person et le blueprint animation. Donc, dans le blueprint third person, il y a un arbre de décision qui pilote les changements d'état. Ensuite, on envoie ces changements d'état dans le blueprint animation qui vont piloter les différentes animations du personnage en fonction de l'état du personnage. Et puis, après, on verra dans un deuxième temps, les échanges d'informations entre le third person et le blueprint de la hache avec deux modalités différentes. Et puis, dans un quatrième temps, on va rajouter des effets sur la caméra, des effets spéciaux et des sons pour donner plus... pour renforcer la réalité de nos animations. Alors, pilotage des states, on va créer un nouveau type de blueprint qui s'appelle le blueprint énumération, dans lequel on peut créer autant d'états qu'on veut. Donc là, on a 5 états, idle, charging, throwing, thrown, et puis calling back Donc les changements d'état sont pilotés dans l'event graph du blueprint third person. Donc c'est la première étape, et pour vérifier que tout marche comme on le souhaite, on rajoute des print strings à toutes les étapes pour vérifier quand on lance le jeu qu'on est bien à l'étape que l'on souhaite, et ça même avant de mettre en place les animations. Donc comment ça se passe? L'input action, c'est clic gauche sur ma souris. Donc si je fais clic gauche sur ma souris et que je suis en mode idle, je vais me passer en position de chargement, là, avec la main en arrière. Ensuite, quand je vais relâcher la souris, je vérifie que je suis bien en mode chargement. Si je relâche ma souris alors que j'étais dans l'état chargement, là, je vais passer en mode je lance, et je vais lancer l'animation du lancer de la hache. Une fois que mon animation est finie, avec une petite nuance près, que j'expliquerai après, je passe en mode ça y est, la hache est lancée. Et donc ma hache est lancée, on suppose qu'au bout d'un certain temps, elle atteint mon mur et puis elle est arrêtée. Alors si je reclique sur ma souris alors que ma hache est lancée, donc je ne serai pas en mode idle, je vais passer en false ici. Je vérifie bien que ma hache est lancée, ça c'est une précaution d'usage. Si je clique gauche alors que ma hache est partie, je vais passer en mode je rappelle ma hache. Là, il va se passer pas mal de choses qui vont durer un certain temps. Là, on estime qu'au bout d'une seconde et demie, ma hache est revenue. Et là, je repasse en mode idle. Donc ça, c'est ce qui pilote les 5 ou 6 changements d'état du personnage et de l'hache. Dans un premier temps,
à partir de ces changements d'état dans le blueprint animation, on va piloter les différentes animations du personnage. Et là, on va utiliser un node qui s'appelait blend pose per state. Je crois que c'est... en fait, si on blend pose et puis comme le state existe, on a le choix. Quand on clique sur ce node-là, en fait, on voit qu'on peut ajouter des pins pour tous les états de la liste. Là, j'avais déjà ajouté l'état charging, l'état calling back, mais je pourrais éventuellement rajouter des pistes pour idle, throwing et thrown. Sauf qu'en fait, quand je suis en mode idle, bah, c'est ce que j'avais pas programmé jusqu'à présent. Le mode throwing, on a vu qu'on lance le montage, l'anime montage depuis le blueprint, donc en fait on n'en a pas besoin ici. Et le mode thrown, le personnage, en fait, une fois qu'il a lancé sa hache, il repasse en mode idle, donc il repasse dans le mode de base. Donc finalement, dans l'anime blueprint, là, ce qu'on va piloter comme animation, c'est je me mets dans la pose de charge. Donc là, en fait, c'était l'animation de lancer qu'on avait tronqué, qu'on avait stoppé au moment où il a la hache en arrière. Et puis, quand il décide de rappeler sa hache, là, c'était une petite animation que j'ai un petit peu modifié. Il a les deux mains devant lui, et en fait j'ouvre la main. Normalement il tient sa hache, il part, en fait c'est une animation où il part les coups avec la hache devant lui, mais là il n'aura pas la hache dans la main et j'ai ouvert les doigts pour que ses deux mains soient ouvertes. Pour pouvoir appeler les états dans le state machine, j'ai besoin d'avoir l'état, et donc j'aurais dû montrer dans l'autre sens, mais d'abord dans l'event graph du BP anim, je crée une variable état, la state local, je vais chercher mon pawn, je fais un cast jusqu'au blueprint de mon pawn, et là je récupère la variable state que je viens renseigner dans mon state local de l'anime blueprint. C'est cette variable, voilà, c'est ça qui permet de faire l'aller-retour, de transmettre l'état piloté dans le blueprint sur personne vers l'anime blueprint. Comme je l'avais déjà montré tout à l'heure, le lancer de la hache, l'animation du lancer de la hache, elle est pilotée directement dans le blueprint sur personne. On utilise un anime montage pour deux raisons. Le premier, c'est que c'est le seul type d'animation qui est pilotable, qu'on peut lancer directement depuis un blueprint caractère. Et la deuxième raison, c'est que dans les animes montage, on peut créer des notify. Et parce que là, en fait, l'animation du lancer, elle dure jusqu'à ce que la main redescende, mais ce qu'on veut, c'est que la hache, qu'on lâche la hache au milieu de l'animation. Pour que ce soit plus parlant, je vais vous remontrer cette animation. Donc, animation hache. Donc, l'animation, je crois que c'est celle-ci que j'ai un peu retravaillée. Donc, voilà. Donc, le lancer, c'est cette animation-là. Et en fait, l'idée, c'est qu'on lance là, on va mettre un notify à peu près là. Donc, c'est à ce moment-là qu'on veut que le personnage lâche la hache. Par contre, il reste encore tout ça à jouer, où là, la main sera vide. Hein, donc, on lance notre anime montage. On lance l'anime montage, mais on ne va pas attendre que l'animation soit complète pour passer dans l'état suivant, qui est l'état la hache est lancée. On va passer dans l'état suivant au moment où on va recevoir le notify qui est placé au bon moment. Mais l'animation va, elle, continuer à se jouer jusqu'au bout. Là, on n'a qu'un notify, donc on aurait pu se passer de cette étape-là, mais voilà, le but de tuto, c'est de pouvoir apprendre toujours plus. Donc là, quand on a besoin d'utiliser un notify, les bonnes pratiques, ça va être de créer un blueprint notify personnalisé pour pouvoir le reconnaître parmi tous les notify qu'on va envoyer. Donc on commence par créer un notify. Un blueprint notify, il y a relativement peu d'infos. On peut lui mettre une couleur si on a des montages compliqués pour
pour distinguer les différents Notify, et surtout on peut lui donner un nom et donc le reconnaître et appeler spécifiquement ce Notify là dans le blueprint. Là, c'est mon anim montage, donc c'est ce que je vous disais. J'ai placé le Notify à peu près au moment où la main est tout en haut. Et donc là, je fais un clic droit sur la ligne Notify et je lui demande d'ajouter le Notify spécifique que j'ai créé. Donc là, j'ai bien le nom. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais on a créé un slot particulier pour ce montage-là. Qui était le slot body qu'on appelle dans l'anime montage. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais c'est ici que ça se passe. C'est dans l'anime montage qu'on appelle le Notify, qu'on crée le slot, et il faut bien repréciser le slot là une fois dans le montage pour que Unreal le reconnaisse. Et donc, dans mon montage, la suite se fait sur le Notify et je vérifie que le Notify que je reçois, c'est bien le Notify que j'ai créé et qui s'appelle Thorn et qui me permet de passer à l'étape supérieure. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà. En fait, j'étais partie avec des animations de base que j'ai peaufinées pour que le résultat soit plus fluide, et surtout en fait on est venu remettre le slot body ici pour que voilà, une fois qu'on puisse charger en marchant en fait. Et ce que je vais vous montrer que j'ai pas montré tout à l'heure. Donc là l'idée c'est de vous montrer qu'on peut tout faire en marchant grâce au slot body et au blend pose. C'est un peu plus difficile de viser en marchant, mais avec un peu d'entraînement, on y arrive. Oui, ça je l'avais jamais fait, mais pour ranger un petit peu, plutôt que de tout laisser dans l'event graph, dans le blueprint de personnage, en fait j'avais jamais remarqué qu'on pouvait créer plusieurs event graph et donc avoir un event graph principal qui pilote le mouvement, mais des event graph secondaires dans lequel on range des actions particulières. Maintenant, les animations de la hache. Donc là, j'ai essayé de faire un petit schéma pour expliquer et résumer. Les actions, elles vont être pilotées soit dans le blueprint personnage, soit dans le blueprint hache, avec des allers-retours entre les deux. On va compléter le blueprint hache. Pour l'instant, c'était un blueprint tout simple. On avait juste la hache en racine du blueprint. On fait add component. On rajoute un projectile movement, un rotating movement. On vérifie bien, on décoche pour ces deux movements le auto-activate qui est coché par défaut. Donc là, il faut bien les arrêter parce que par défaut, on ne veut pas que la hache bouge. Et puis on va rajouter une flèche arrow qui va nous être utile pour connaître, pour bien garder l'axe X de la hache. Voilà, et puis ça c'est déjà des ajustements qu'avait fait Evans dans Game Teacher et que j'ai conservé. Ça fonctionne bien comme ça. Donc de réduire un petit peu la gravité appliquée au projectile. Alors, tout à l'heure quand on a mis la hache dans la main du personnage, on a débranché toutes les collisions. En revanche, quand ma hache va être lancée, je vais avoir besoin de... Alors s'il y avait des ennemis, si on devait compter des points de dégâts, il faudrait avoir au moins des event overlap pour savoir quel ennemi j'ai tranché. Et puis là, j'ai besoin de savoir quand je tape dans un mur. Donc au moment où je lâche ma hache, il faut que je réactive mes collisions. Alors plutôt que de le faire à la main, je pourrais faire set collision machin chose. Là en fait on crée des presets supplémentaires de collision. Donc pour ça on va dans Project Setting, collision, et il y a un petit, voilà je l'ai caché, mais on peut faire New Preset ou Add Preset. Et on crée un profil, donc un profil
sans collision, où on garde juste les overlaps possibles, mais aucune collision. Par contre, là, quand on a lancé la hache, on veut que la hache devienne un physique body et qu'elle soit arrêtée par les murs, par les autres physique body, etc. On ne l'a juste pas arrêtée par les pawns parce que là on imagine que s'il y a des ennemis, elle peut traverser les ennemis et elle s'arrête quand elle trouve un mur. Donc là on a créé deux presets supplémentaires de collision, axe return et axe thrown. Sachant que le axe return c'est aussi le axe par défaut quand il est dans la main du personnage. Alors, quand je suis en idle charging throwing, donc tout ça, la hache est dans la main du personnage. Donc là, on est dans les presets par défaut. Donc collision, c'est le axe return, pas de collision, pas de bloc, seulement des overlaps. On a désactivé les deux mouvements projectile et rotating, et la localisation de l'hache, elle est attachée au socket mesh, donc dans la main droite du personnage. Ça, en orange, c'est ce qui est piloté dans le blueprint hache. En bleu, c'est ce qui est piloté dans le blueprint third person. Ce qui nous permet de passer de l'état throwing à l'état thrown. Donc c'est le notify thrown qu'on va trouver dans l'animation du même nom et qui va sortir du play montage. Il y avait le play montage avec une interruption sur le notify thrown. À ce moment-là, dans le blueprint third person, on va lancer la fonction throwAxe. Et en fait, il se passe deux choses dans cette fonction throwAxe. On calcule la destination finale de la hache en fonction de la position du personnage, de la position de l'acteur et de l'orientation de la caméra. Donc là, on calcule une destination lointaine de mémoire à 500 mètres. Et puis on va détacher à 500 mètres dans l'axe de la caméra et on va détacher la hache du socket du personnage. Et puis on va envoyer l'information thrown au blueprint hash. Donc là c'est assez facile parce qu'en fait le blueprint hash il est référencé en tant que child actor du blueprint personnage. Donc là dans ma fonction thrown je fais appel au child actor, je vais chercher le blueprint hash et après je cast, j'ai même pas besoin. En tant que blueprint hash, je peux faire appel à la fonction thrown qui est dedans. Donc cette fonction thrown qui est dans le blueprint hash, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va changer les paramètres de collision. On va se mettre sur les presets block all, sauf les pawns. On va activer le projectile movement et le rotating movement. Le projectile movement, on va lui mettre une vitesse qui est dans l'axe de la destination qu'on souhaite atteindre. Et on va mettre en route un mouvement de la hache. Voilà, le mouvement qu'aurait une hache avec le poids de la tête si on l'avait lancé vers l'avant. Et on va mettre sur vrai le booléen thrown qui va déclencher d'autres actions. Donc à l'étape précédente, on a activé le boolean thrown, on l'a mis sur vrai, et le hit, ça va se passer dans l'event graph du BPH. Lorsque la hache va, donc on a mis les collisions sur block all, au moment où la hache va rencontrer un obstacle, on va désactiver les deux mouvements de projectile et rotation. Donc on va arrêter la hache en désactivant ces deux mouvements-là. On va ajuster, donc là c'est un component hit et on récupère une location, un normal input, ce qui va nous permettre d'ajuster la position de la hache par rapport à la normale du point de contact. Bon, c'est un peu caricatural et si on regarde le film en détail, de temps en temps la hache s'arrête dans des positions qui sont pas tout à fait logiques, mais c'est une des façons les plus... En première approche, c'est la façon la plus élégante de procéder. Donc tout ça, ça se passe dans l'event graph du blueprint hash, grâce au booléen qu'on a activé à l'étape d'avant. Qu'est-ce qui déclenche le callback? C'est quand on clique à nouveau sur le bouton gauche de la souris.
Donc l'information elle est recueillie dans l'event graph du blueprint personnage. Et en fait c'est le même passage que tout à l'heure. J'ai l'information qui va aller du blueprint personnage et qui va être transmise au blueprint hash avec le child component, un target child actor, cast tool BPH, et puis là on va appeler une fonction. Alors la petite différence de tout à l'heure, c'est que le callback, en fait, c'est pas une fonction, c'est un custom event et qu'on reste dans l'event graph du blueprint hash. Parce que en fait on va utiliser une timeline et les timelines on ne peut pas les utiliser dans les fonctions. Voilà, les delays, les timelines, tout ça il faut les utiliser directement dans les event graph. Donc je réappuie sur mon clic gauche sur ma souris, hop, je déclenche le custom event callback dans l'event graph de mon blueprint hash. Je vérifie bien que mon projectile reste désactivé. J'inverse ma rotation pour que ma hache elle tourne dans l'autre sens. Et puis le retour dans la main, il va être piloté par la timeline. Donc la direction, la destination finale, c'est la position de mon socket. Donc c'est get actor location, get socket location. Première version, on va tout droit du point d'impact vers la main du personnage. Et puis GameDev a proposé, c'est plus joli, de faire comme une courbe. Donc on a le point initial, le point d'arrivée, et de rajouter un point, comme les courbes, voilà, de rajouter un control point pour faire une curve, donc une courbe de Bézier qui va donner un arc de cercle arrondi pour le retour de la hache dans la main du personnage. Et puis après, le passage en fait du callback au idle, c'est juste un délai. En fait, là avec la timeline, je décide combien de temps il faut pour que la hache revienne dans la main. Et donc je transmets le même temps au délai que je mets dans le... Voilà, j'ai le même temps dans la timeline du blueprint hash et dans le delay du blueprint third person. Donc voilà pour la mécanique globale des animations de la hache. Je vous épargne les blueprints détaillés. Je me tiens à votre disposition si vous en voulez plus. Et là, c'est je dirais la cerise sur le gâteau, les 2 derniers tutos de la playlist sur le lancer de hache de GameDevTeacher que j'ai trouvé super intéressant. C'est tout ce qu'on peut rajouter pour donner plus de réalisme à l'action, pour renforcer le sentiment d'immersion. Donc c'est des effets sur la caméra, de zoom, de dézoom. C'est des effets spéciaux pour voilà, une traînée pour suivre le vol de la hache, des explosions au moment du point d'impact, des sons. Donc des bruits d'impact quand la hache heurte le mur, des bruits de pas quand le personnage marche. D'abord l'effet sur la caméra. Donc j'avais insisté dessus quand je vous ai montré. Au moment où j'arme, la caméra vient zoomer sur le personnage, donc on se rapproche de lui au moment où elle met sa hache en arrière. Tant que la hache est loin, c'est la hache, le point d'impact de la hache qui est le plus important. Donc on reste zoomé voilà, on reste zoomé pour se rapprocher d'une vue subjective du personnage. Et par contre, quand on rappelle la hache, là on revient en arrière pour que la caméra soit revenue à son point initial lorsque la hache revient dans la main. Donc là, c'est juste en jouant sur le field of view de la caméra. Donc le field of view de la caméra qui va passer de 90, ça c'est l'état normal, à 50 lorsque je suis zoomé. Et en fait, quand je zoome, je joue ma timeline dans un sens, et quand je dézoome, en fait, je joue la timeline dans l'autre sens. Au moment où la hache revient dans la main du personnage, si vous faites attention en regardant le début de la vidéo, en fait, la caméra est secouée. Elle fait un léger recul en arrière et puis elle vibre un petit peu. C'est pour renforcer l'effet de choc. Alors là, à ce moment-là, il y a 3 phénomènes qui se combinent. Le son, les étincelles et le caméra check. Donc l'effet global qu'on a, c'est un tout. Il faudrait que je prenne le temps de refilmer
les différentes étapes séparément. Donc là, c'est un nouveau type de blueprint qui s'appelle Camera Shake, dans lequel on peut paramétrer du pitch, du yaw, des delta X, delta Y. Donc là, j'ai juste joué sur un recul sur le delta X de la caméra. Et puis un petit peu de pitch et un tout petit peu de yaw. Pour piloter ça, en fait, j'ai créé un custom event camera shake dans le blueprint personnage et je suis venue déclencher l'action au moment où il attrape la hache dans le blueprint hache. J'ai trouvé que c'était comme ça que c'était le plus synchro. Après, on peut rajouter des effets sur la hache. Donc là, quand on arme la hache, voilà, elle se réveille, elle prend. C'est un peu comme si elle prenait feu. Là, c'est juste de l'emissive color sur sur la hache. Et ce qui déclenche, c'est le paramètre charging qu'on va aller modifier dans le blueprint hache en créant un material instance. Le mouvement de la hache, le shake de la hache, en fait, c'est aussi directement dans le matériau avec le world branché sur le world offset. C'est un petit mouvement de shake branché aussi sur le branché ici, c'est le time que j'ai en entrée. Et puis j'utilise le node rotate about axis. Alors là, j'ai eu des soucis parce qu'en fait, au début, j'ai utilisé l'actor position pour faire tourner ma hache, mais il se trouve que comme la hache est attachée, comme la hache est un child actor du personnage, le actor position que j'ai ici, en fait, c'est pas le point pivot de ma hache, c'est le point pivot du blueprint personnage. Donc finalement, j'ai utilisé le object position qui est pour la hache, voilà, qui est presque au niveau du point pivot que j'avais mis. S'il fallait la faire tourner autour, ça irait pas forcément, mais là, comme je fais juste un petit shake, ça suffit. Donc là, je récupère le hub vecteur de la hache, avec la différence entre la position du personnage et la position de la hache. J'ai un vecteur perpendiculaire et là ce que je souhaitais, c'est qu'en fait la hache elle tourne autour d'un vecteur perpendiculaire à sa longueur. Donc en faisant un cross, là je suis sûre d'avoir un vecteur qui est perpendiculaire. Et donc là ça c'est la position des pixels. Et donc en fait chaque pixel de la hache va tourner autour de du barycentre de l'objet, avec une fréquence et une intensité qui sont calculées ici. En fait, j'ai 3 états différents. J'ai quand il est dans la main, mais qu'il n'est pas charging. Dans ce cas-là, il tremble un tout petit peu et il n'y a pas de emissive color. Donc j'ai 3 lerpes. J'ai 2 lerpes en fait. En fait, j'ai 3 états pour le matériau de ma hache. J'ai l'état dans la main, qui est l'état de base, où là, j'ai pas d'émissive color, mais j'ai un léger tremblement. Ensuite, j'ai l'état de charging. Dans ce cas-là, j'accélère le tremblement et je rajoute de l'émissive color. Et après, j'ai l'état thrown, où là, j'enlève l'émissive color et j'enlève le tremblement. C'est le matériau le plus basique. Ensuite, on a rajouté un ribbon, un Niagara ribbon lorsque la hache vole. En fait, c'est un FX qui est attaché à la hache. Donc c'est un émetteur ribbon tout simple que je vous montre après. Là, c'était juste pour expliquer comment j'avais fait les franges du ribbon. Donc je voulais des franges qui a un petit peu de mouvement dans mes franges. Donc en fait là j'ai testé plusieurs noise et celui qui marchait le mieux c'était un water noise. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ces traînées? En fait j'ai surtout joué sur le utile que j'ai diminué. Voilà, j'ai étiré ma texture dans la largeur, parce que là j'ai gardé 1 sur le V mais j'ai mis 0,1 sur le U, et puis j'ai rajouté une légère vitesse sur le U, la 0,1. Donc juste avec ça,
on obtient ces lignes. Ouais, et puis donc ça c'était les franges que je viens de vous montrer, et là j'ai juste rajouté un gradient sur le côté pour venir estomper la fin des franges. Et puis comme ça va être un matériau de Niagara, je récupère Particle Color et Particle Opacity. Et puis quand je suis à proximité des bâtiments, un petit Depth Fade pour que voilà, pour que si ça touche des bâtiments, la traînée rentre pas directement dedans, mais s'estompe au contact. Donc là, ouais, l'émetteur Ribbon Trail, il est tout simple. C'est le premier ruban que je faisais, donc c'était intéressant. Donc là, c'est mon matériel rendering, on fait ribbon render. On met le matériel ribbon que je viens de vous montrer. Et puis, on remplace le Initials Particle par Initials Ribbon. On vient lui mettre la couleur, la classique, l'opacité qui diminue avec le temps. Et puis là, on ajuste en fait la largeur du ruban et sa durée de vie par rapport à la taille de la hache et la durée de l'animation. Donc là, j'ai un résumé de tous les effets qu'on a rajoutés pour rendre l'animation plus vivante. Donc j'ai quatre niveaux d'action. L'action sur le matériel de la hache, les FX, les explosions, les traînées, le son et puis les mouvements de caméra. Donc quand je me balade avec la hache, j'ai un petit shake sur la hache pour sentir que ça la démange de bouger. Au moment où je me mets en position, où j'arme ma hache, et bien là je fais apparaître une couleur feu en emissive color sur la hache, et puis j'augmente le shake et on fait un zoom. Donc tout ça arrive en même temps au moment où je passe en position charging. Après, quand je lance, je désactive tout ça. Au moment où la hache elle part, là je mets en route mon ribbon trail que je coupe au moment du hit. Au moment du hit, je lance le son et puis l'explosion feu. Lorsque je rappelle ma hache, au moment où je rappelle ma hache, là je relance le ribbon trail, je relance le dézoom de la caméra. Et puis au moment où j'attrape la hache, il y a le caméra shake, le son et les étincelles. Donc là c'est l'ensemble qui donne l'effet. Et puis il y a les bruits de pas du personnage qui s'activent quand la vitesse est supérieure à 20. Donc voilà, là je vous invite à revoir le début de la vidéo pour revoir l'animation après les explications.